Je n'ai jamais été invitée à une seule fête de famille. Pas un Noël, pas un anniversaire, pas une fête des mères, même pas un brunch improvisé du dimanche. J'étais là, physiquement, mais c'est comme si j'étais invisible. À force, j'ai compris. Dans cette famille, ma place, c'était derrière la porte, pas à table. Enfant, je pensais que c'était de ma faute. Peut-être que je n'étais pas assez gentille ou que j'avais dit quelque chose de travers. Ma mère, elle, ne m'aidait pas à y voir plus clair. Elle m'appelait la spéciale, comme si j'étais un cas à part. Quand elle riait, avec mes sœurs, j'étais dans ma chambre. Quand elle préparait des plats pour tout le monde, je me faisais réchauffer des restes. C'était comme ça, toujours. Mais le pire, ce n'était pas l'indifférence. C'était l'espoir. L'espoir, ce foutu poison. Chaque année, je me disais que cette fois, peut-être qu'elle m'appellerait. Un message, un mot, un « viens avec nous ». Mais non. Cette année-là, c'était la fête des mères. Je m'étais réveillée avec cette boule au ventre familière. J'avais acheté un bouquet de fleurs 2 jours avant, au cas où. Il est resté sur ma table, flétri, comme tous les autres. Et puis, je suis tombée dessus. Une story Instagram, ma sœur, en train de filmer un grand dîner dans un restaurant chic. Ma mère au centre de la table, éclatant de rire, une couronne reine-maman sur la tête. Mes tantes, mes cousines, même des gens que je ne connaissais pas. Et moi, absente, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose a changé. Je me suis levée. J'ai enfilé une robe noire, simple, élégante. J'ai pris un taxi. Je n'ai prévenu personne. J'y suis allée, sans invitation, sans prévenir. Juste avec ce besoin viscéral d'exister, au moins une fois. Quand je suis entrée dans le restaurant, personne ne s'est levé. Personne ne m'a dit bonjour. Ma sœur m'a regardée avec de grands yeux. Mon oncle a levé un sourcil. Et ma mère, elle m'a scanné de haut en bas avant de lâcher, sèchement. Ne touche pas à la nourriture, juste du jus. Et encore, c'est pas pour des gens comme toi. La phrase m'a giflé. Les rires autour ont continué, comme si de rien n'était. Personne n'a bronché. Personne n'a dit « Mais t'es sérieuse ?» Non. Ils ont tous continué à manger, à trinquer, à m'ignorer. Alors j'ai souri. Pas un sourire de joie, un sourire de glace. De ceux qu'on porte quand on sait que quelque chose vient de mourir à l'intérieur. Je me suis assise. J'ai regardé la table. J'ai observé les verres pleins, les assiettes garnies, les visages heureux. J'ai tout enregistré. Et c'est là que j'ai remarqué un détail qui allait tout changer. Quelque chose qui allait transformer cette soirée de l'oubli en souvenir inoubliable. J'étais là, assise à une table où ma présence dérangeait visiblement tout le monde. Le genre de moment où tu réalises que tu n'as jamais vraiment eu de famille, juste des gens qui partagent ton ADN. J'aurais pu pleurer, hurler, claquer la porte, mais j'ai fait mieux. J'ai gardé mon calme, parce qu'à ce moment précis, j'avais une carte entre les mains. Littéralement. Ce dîner, cette table remplie de plats luxueux, ces coupes de champagne et ces gâteaux à étages. Tout était payé avec ma carte bancaire. Oui, et ma carte. Pas celle de ma mère, pas celle de ma sœur, la mienne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en pensant que j'étais une idiote bonne à exploiter, ils m'avaient donné un pouvoir qu'ils allaient regretter. Petite précision. Je travaille dans une entreprise tech. Je suis discrète, mais stable financièrement. Et surtout, depuis 2 ans, c'est moi qui payais secrètement certaines de leurs dépenses. Abonnement Netflix de ma sœur? Moi. Course de ma mère via sa carte connectée? Encore moi. Uber Eats du petit cousin? Devinez. Et pourquoi je faisais ça? Peut-être un vieux besoin de reconnaissance. Un espoir stupide que si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer. Mais ce soir-là, leur hypocrisie m'a sauté à la gorge. Ils se régalaient avec mon argent, et en retour, j'avais droit à quoi? Du mépris, du silence, une phrase acide et un verre de jus à moitié rempli. J'ai ouvert mon téléphone, accès direct à mon appli bancaire.
J'ai localisé la dernière transaction, le restaurant. Le montant était salé. Et juste au moment où le serveur est passé à côté de moi, j'ai cliqué sur « Annuler le paiement ». Un simple geste. Presque trop simple. Mais je vous jure, j'ai senti une décharge de satisfaction pure. Le genre qu'on n'oublie pas. Personne n'avait encore capté ce que je venais de faire. Ils étaient trop occupés à rire aux blagues d'un oncle raciste ou à poster des stories avec des filtres déformants. Alors j'ai pris une serviette en tissu. J'ai sorti un stylo de mon sac et j'ai écrit calmement ces mots. J'espère que le repas était bon. C'est le dernier que vous aurez à mes frais. J'ai posé la serviette au centre de la table, entre le plat de crevettes et la bouteille de rosé. Puis je me suis levée. Ma mère m'a regardée, confuse. « Où tu vas ?» Je me suis penchée légèrement vers elle, avec ce même sourire glacé que j'avais en arrivant. Boire un vrai jus, ailleurs. Et je suis sortie. Pas de cris. Pas encore. Pas de course après moi. Juste ce silence. Celui qu'on entend juste avant que la tempête n'éclate. Car ce que je venais de déclencher, ce n'était que le début. Et croyez-moi, la suite allait faire bien plus de bruit que le tintement de leur coupe. Je pensais qu'ils allaient en comprendre. Que le message était clair, que le mot sur la serviette suffirait. Mais non. Le lendemain, rien. Aucun appel. Aucun message. Silence radio. Ils pensaient sûrement que je bluffais. Ou pire, que je n'avais aucun pouvoir réel. Comme toujours, ils me sous-estimaient. Mais moi, j'étais déjà plusieurs coups en avance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais tout gardé. Les reçus, les prélèvements, les preuves que, pendant plus d'1 an, j'avais été leur banque silencieuse. Chaque dépense enregistrée, chaque paiement validé depuis mon compte. Et ce dîner, c'était la cerise sur le gâteau. Littéralement. Le déclencheur. Alors j'ai commencé à tout couper. Abonnement télé, supprimé. Carte bancaire associée, désactivée. Forfait téléphonique que je payais, résilié. Assurance santé de ma mère, fini. En 48 heures, j'avais refermé toutes les vannes. J'ai repris le contrôle. Et je n'ai pas répondu à leur premier message, parce que oui, ils ont fini par se manifester. Pas avec des excuses. Non. Ça, c'était trop demandé. Le premier SMS que j'ai reçu venait de ma sœur. C'est « Toi qui as touché au compte commun ?» Le suivant. « Tu crois que t'as le droit ? T'as pété un câble ou quoi ?» Et puis ça a dégénéré. Ma tante m'a appelé 8 fois en 1 heure. Mon cousin m'a envoyé un vocal de 2 minutes bourré d'insultes à peine voilées. Ma mère, elle, a attendu 2 jours. Et là, j'ai reçu un message simple, glacial. « Tu vas regretter de nous avoir tourné le dos. » Là, je me suis dit « Ok, on y est. Le masque est tombé. Je ne voulais pas juste leur faire mal. Je voulais qu'ils comprennent. Qu'ils réalisent ce qu'ils m'avaient fait. Pas une vengeance brutale, une leçon, une prise de conscience. S'ils avaient tendu la main, s'ils avaient simplement dit « pardon », peut-être que j'aurais laissé tomber. Mais là, non, pas cette fois. J'ai contacté la banque, j'ai bloqué définitivement tous les accès, puis j'ai activé une notification pour recevoir une alerte à chaque tentative de paiement refusée. Et croyez-moi, la suite a été jouissive. Les alertes ont commencé à pleuvoir. Paiement refusé, salon de coiffure. Paiement refusé, essence. Paiement refusé, supermarché. Ils tapaient dans l'argent sans savoir qu'il n'y avait plus rien à prendre. Plus de filets, plus de victimes silencieuses. Et pendant que tout ça explosait, moi, j'étais là, assise chez moi, une tasse de thé à la main, un petit sourire aux lèvres. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Et ça n'avait pas de prix. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début de leur chute. Les jours suivants ont été un véritable défilé de panique, de colère et de tentatives pathétiques pour me faire changer d'avis. Tout ça parce que leur train de vie s'était écroulé en quelques clics. D'un coup, ils devaient faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps, payer eux-mêmes. Je recevais les alertes en temps réel. À chaque fois, je pouvais les imaginer devant le terminal,
insérant la carte, attendant et voyant le fameux paiement. Refusé. J'aurais pu couper les notifications, mais non. Je voulais chaque vibration, chaque message. C'était devenu ma petite revanche silencieuse. Et puis, les appels ont recommencé. Cette fois, le ton avait changé. On était passé de la colère à la fausse gentillesse. Ma sœur d'abord. Elle m'a envoyé un long message, probablement copié depuis un blog de développement personnel, me parlant de l'importance de la famille, des erreurs qu'on fait tous, et même de l'amour inconditionnel. Ironique, venant d'elle, celle qui me traitait d'erreur vivante depuis l'enfance. Ensuite ma mère. Et là, je dois l'admettre, pendant une seconde, j'ai failli vaciller. Elle m'a envoyé une photo d'elle, assise seule à la cuisine, l'air triste. Puis un audio. Sa voix tremblait. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je lui faisais ça. Qu'elle avait juste voulu m'endurcir. Que si elle avait été dure avec moi, c'était pour mon bien. Que j'étais trop sensible. Que c'était ça, le vrai problème. Et là, j'ai réalisé. Même dans ses pseudo-excuses, elle me rendait responsable. Elle ne regrettait rien. Elle jouait simplement à la victime. Une tentative de manipulation, de plus ni moins. Alors j'ai pris une grande inspiration. J'ai relu tous les anciens messages qu'elle m'avait envoyés au fil des années. Les piques, les humiliations, les moments où elle m'avait volontairement rabaissé devant d'autres pour briller. Et j'ai répondu par 3 mots. Trop tard, maman. Pas de smiley. Pas de justification. Juste ça. Quelques minutes plus. Tard, une notification. Ma mère avait tenté de retirer de l'argent à un distributeur. Encore un échec. Puis ma sœur a tenté un virement. Rejeté. Puis une commande Uber. Refusée. La spirale continuait. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils allaient commencer à impliquer des étrangers. Des amis de la famille, des tantes éloignées. Des connaissances qu'ils n'avaient pas vues depuis des années. Ils ont commencé à m'écrire, me disant que j'exagérais, que ma mère souffrait, que ce n'était pas normal de couper les ponts comme ça. Et là, j'ai compris. Ils n'avaient toujours rien compris. Ils pensaient que c'était une crise d'ado, une lubie, pas une décision mûrie pendant des années de douleur. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que je n'avais pas fini. Pas encore. J'aurais pu m'arrêter là. Couper les vivres, ignorer les messages, tourner la page. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que pendant des années, ils m'avaient rabaissé, vidé, utilisé, comme un distributeur automatique d'amour et d'argent, sans jamais me voir comme une personne. Et maintenant qu'ils goûtaient à leur propre vide, ils criaient à l'injustice. Non, il fallait qu'ils comprennent jusqu'au bout. Alors j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Je suis allée voir mon conseiller bancaire. J'ai exposé la situation, preuves à l'appui. Il a eu un moment de flottement en lisant les relevés. Ce n'était plus de l'aide familiale, c'était de l'abus pur et simple. Des années de prélèvements, de virements automatiques, de paiements déguisés sous des prétextes affectifs. Il m'a regardé et m'a dit calmement « Vous savez que vous pouvez porter plainte, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Pas encore, pas maintenant. » Mais je voulais garder cette carte dans ma manche. En sortant de la banque, j'ai ressenti un mélange étrange d'euphorie et de tristesse. Parce qu'au fond, c'était ma famille, ma mère, ma sœur. Mais à quel moment avais-je été la leur ? Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit un message clair, précis, tranchant comme un rasoir. Je l'ai envoyé dans le groupe WhatsApp familial, celui où j'étais toujours ignorée quand je parlais, mais où tout le monde réagissait aux messages des autres. À partir d'aujourd'hui, tout prélèvement ou tentative de paiement, utilisant mon nom, mes données ou mes comptes, fera l'objet d'une procédure légale. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Je ne vous dois plus rien, ni explication, ni argent, ni silence. J'ai appuyé sur « Envoyer », silence total pendant 10 minutes. Puis, ma sœur a quitté le groupe. Mon cousin a réagi avec un emoji. Ma tante a répondu « Tu fais honte à la famille ». Et ma mère a simplement lu le message, sans répondre. Mais je savais qu'elle l'avait vu. Je savais qu'elle avait compris. Et pourtant, le soir même,
j'ai reçu un dernier appel. Inattendu. Mon oncle, le seul qui avait toujours gardé ses distances, presque invisibles dans ce cirque familial. Sa voix était calme. « Écoute, je t'en veux pas. Au contraire, il était temps. Si tu veux parler un jour, je suis là. » J'ai eu un pincement au cœur, un frisson. Peut-être que j'étais pas si seule. Peut-être que quelqu'un, quelque part, m'avait toujours vue. Mais je ne me suis pas laissée attendrir. Pas cette fois. Parce qu'en réalité, tout ça, ce n'était que la surface. Ce que personne ne savait encore, c'est que j'étais sur le point de révéler un secret que toute ma famille avait enfoui. Un secret qui, une fois exposé, allait changer la perception de tout le monde. Et cette fois, ce ne serait pas par vengeance. Ce serait pour la vérité. Tout a vraiment commencé à basculer le jour où je suis retombée sur cette vieille boîte. Une boîte en carton, poussiéreuse, enfoncée tout au fond de mon placard. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À vrai dire, je ne me souvenais même plus qu'elle existait. C'était un pur hasard. Ou peut-être pas. À l'intérieur, des photos, des papiers, des lettres, des fragments d'un passé que j'avais tenté d'oublier. Mais là, au milieu de tout ça, il y avait un dossier. Un vieux classeur bleu, usé sur les bords, avec mon prénom écrit dessus. Je l'ai ouvert, et j'ai senti mon estomac se nouer. Des factures, des relevés, des documents médicaux, des justificatifs de virement. Et tout pointait vers une chose. Dès l'âge de 17 ans, ma mère avait commencé à utiliser mon identité pour contracter des crédits. Petit au début, puis plus gros. Toujours remboursé. Par moi, sans que je le sache. Je suis restée assise là pendant des heures, chaque page me frappant un peu plus fort que la précédente. J'avais travaillé comme une folle, jonglé, entre études et petits boulots, croyant que j'économisais pour mon futur. Alors qu'en réalité, je finançais le leur. Et le pire, les lettres de relance étaient là, envoyées à notre adresse familiale. Ma mère les avait cachées, elle savait. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas juste de la négligence ou du favoritisme, c'était de l'exploitation. Organisée, calculée, froide. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris des photos de tout. Je savais que si un jour je devais me défendre, ces preuves seraient mon armure. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est ce que je découvrirais ensuite. Dans une enveloppe, pliée soigneusement, il y avait une lettre. Elle n'était pas pour moi. Elle était de mon père, adressée à ma sœur. Une lettre qu'il avait écrite quelques semaines avant de partir pour de bon. Je croyais qu'il nous avait abandonnés. C'est ce que ma mère m'avait toujours raconté. Mais dans cette lettre, il écrivait noir sur blanc qu'il ne supportait plus la manipulation de ma mère, qu'il voulait m'emmener avec lui, mais qu'elle l'en avait empêché, qu'il savait ce qu'elle faisait, qu'il avait essayé d'intervenir, et qu'il regrettait de ne pas avoir pu me sauver. J'ai senti ma gorge se serrer, mes mains tremblaient. Mon père n'était pas le lâche qu'on m'avait décrit, il avait essayé. Et elle m'avait volé non seulement de l'argent, mais une image, un lien, une vérité qui m'aurait aidé à me construire. Ce jour-là, je me suis promise une chose. Cette histoire, je n'allais plus la garder pour moi. Ils avaient toujours contrôlé le récit. Moi, j'allais dire la vérité. Jusqu'au bout. Peu importe les conséquences. Peu importe qui ça allait déranger. Car une fois que les masques tombent, il n'y a plus de retour en arrière. Je ne dormais presque plus. Mon esprit tournait en boucle, incapable de digérer tout ce que je venais de découvrir. Mon enfance, mon adolescence, même mes souvenirs les plus banals, tout prenait un sens nouveau, tordu, malsain. J'étais manipulée depuis le début. Et je n'avais jamais eu la moindre chance. Mais maintenant, c'était moi qui avais le contrôle. J'ai imprimé les copies des documents, j'ai numérisé la lettre de mon père, j'ai classé chaque élément dans un dossier numérique et physique, parce que ce que j'allais faire demandait de la précision. Pas de colère, pas d'impulsivité, juste des faits, des preuves.
et une exécution parfaite. J'ai commencé par contacter un avocat. Une femme, jeune mais redoutablement compétente. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, a feuilleté les pièces, pris des notes. Puis elle a relevé les yeux vers moi et m'a dit « Ce que vous avez vécu, c'est du vol d'identité, de l'abus de faiblesse, de la fraude familiale. Vous avez de quoi entamer une procédure. Et sérieusement. » Je ne lui ai pas dit que je n'étais pas encore prête à porter plainte. Pas tout de suite. Ce que je voulais, c'était exposer, dévoiler, faire comprendre, secouer tout ce petit monde bien installé dans ses mensonges. Alors j'ai commencé à rédiger une lettre, pas pour la police, pas pour la justice, pour ma famille. Une lettre qu'ils ne pourraient ne pas ignorer, où je racontais tout, chronologiquement, froidement, sans insultes, sans émotion apparente. Juste les faits, les dates, les montants, les noms, et à la fin de la lettre, une phrase simple « Je ne vous détruirai pas, vous l'avez déjà fait vous-même, mais je vais vous laisser face à ce que vous êtes. Et cette fois, je vous regarde. » Je l'ai imprimée, pliée, mise dans des enveloppes que j'ai adressées à chacun d'eux, mère, sœur, tante, cousin, oncle, même la grand-mère qui m'avait toujours considérée comme la moins jolie des deux. Je ne voulais pas qu'ils disent « je ne savais pas ». Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je suis retournée chez eux. Pas pour m'excuser, pas pour mendier un peu d'amour. Non, pour leur remettre ces lettres en main propre. Le regard de ma mère quand elle m'a vue sur le pas de la porte. Un mélange de mépris, de peur et d'incompréhension. Elle a essayé de faire une remarque acide, bien sûr. Comme toujours. Mais cette fois, je l'ai coupée. Je lui ai tendu l'enveloppe. Et j'ai dit « Tu sauras bientôt pourquoi je suis venue. » Puis je suis partie, sans me retourner. Ce soir-là, je savais une chose. La tempête approchait, et elle n'était pas prête. Aucun d'eux ne l'était. Le lendemain matin, c'était comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. J'avais à peine ouvert les yeux que mon téléphone vibrait déjà sur la table de nuit. 3 appels manqués. 2 messages vocaux, tous de ma sœur. Puis, les notifications ont commencé à défiler. Ma mère, mon oncle, même ma grand-mère, qui n'envoyait jamais de SMS, s'y était mise. « Tu as perdu la tête ? C'est quoi ces accusations ridicules ? Tu veux ruiner notre famille ? Non, je ne voulais pas ruiner la famille. Je voulais simplement que la vérité soit vue, entendue et ressentie. Et il était temps qu'ils se confrontent à ce qu'ils avaient construit pendant toutes ces années. La lettre avait visé juste. Mais c'est ma sœur qui a craqué en premier. Elle m'a appelée en pleurant. Pas en s'excusant. Non. En m'accusant d'avoir tout balancé, alors que, selon elle, on aurait pu en parler entre nous. Ironique, venant de quelqu'un qui m'avait rayé de sa vie dès que ça n'arrangeait plus ses plans. Elle disait ne rien savoir. Qu'elle n'était pas au courant pour les crédits, ni pour l'argent que notre mère avait siphonné en mon nom. Mais j'ai senti l'hésitation dans sa voix, et ce léger silence entre 2 phrases. Elle savait. Peut-être pas tout, mais assez. Et elle avait fermé les yeux. Puis c'est ma mère qui m'a appelée. La voix dure, presque étrangère. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Avec ces accusations, tu veux la guerre, tu l'auras. » Je n'ai pas répondu. Parce qu'elle venait de le dire elle-même. C'était une guerre. Une guerre qu'elle avait commencée depuis des années, en me privant d'amour, de justice, de vérité. Le reste de la journée a été un tourbillon. Des proches de la famille m'ont appelé, m'ont dit qu'ils avaient toujours eu un doute, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais mise à l'écart, qu'ils regrettaient de ne pas m'avoir posé de questions. Mais maintenant qu'ils savaient, il n'y avait plus d'excuses. Le soir venu, j'ai publié un message sur mes réseaux. Sobre, clair, parfois, la famille ne mérite pas le silence. Elle mérite les faits. Je ne suis plus la victime de leur version. Les réactions ont été immédiates. Messages de soutien. Témoignages d'autres personnes qui avaient vécu la même chose.
partage, encouragement. Et surtout, des gens qui comprenaient enfin. Ma vérité n'était plus cachée dans une boîte au fond d'un placard. Elle était là, en pleine lumière. Et ce n'était que le début. Car une vérité révélée, ça ne se rembobine pas. Elle vit, elle brûle, et elle change tout sur son passage. Les jours suivants ont été un mélange de calme et de chaos. Calme à l'extérieur, mais une tempête à l'intérieur des murs de leur maison. Je le savais, je le sentais, et bientôt, j'en ai eu la preuve. Le dimanche matin, une notification a attiré mon attention. Une vidéo, publiée par une cousine éloignée, en story. Un extrait filmé à la va-vite dans la maison familiale. On entendait ma mère hurler. « C'est elle, c'est cette ingrate. Elle veut nous ruiner pour des histoires de papier. » En fond, des bruits de vaisselle cassée. Une voix d'homme, peut-être mon oncle qui tentait de la calmer. La vidéo a été supprimée en quelques minutes, mais pas assez vite. J'avais déjà tout enregistré, et ce n'était que le début. 1 heure plus tard, mon téléphone vibrait encore. 32 messages, 17 appels manqués. J'ai lu les messages, les uns après les autres. D'abord, l'insulte facile. « Tu es malade. Tu as besoin d'un psy. » Puis, très vite, les tentatives d'apitoiement. « On est une famille, on peut régler ça ensemble. » Pourquoi tu veux salir notre nom ? Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le dernier message de ma mère. Court, tranchant et révélateur. « Tu vas le regretter. » Elle ne s'excusait pas. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle voulait me faire taire. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je n'étais plus la fille docile qui se taisait à table. Je n'étais plus celle qu'on faisait taire avec un simple regard ou un soupir de déception. J'étais celle qui avait survécu à leur silence et qui maintenant parlait. J'ai décidé d'ignorer tous les appels. Mais je n'ai pas coupé les notifications. Je voulais qu'ils sachent que je lisais, que je voyais tout et que je restais calme. C'était mon tour de les observer s'effondrer. Puis un détail m'a glacé. Ma banque m'a contacté. Une tentative de paiement avec ma carte, refusée. Une location de salle de réception pour plus de 800 €. Évidemment, j'avais mis un blocage. Mais ils avaient encore essayé. Ils avaient à garder les coordonnées. Et ils pensaient encore pouvoir utiliser mon nom. C'est là que j'ai compris. Ils ne réaliseraient jamais. Ils n'avoueraient jamais. Parce que dans leur esprit, j'étais leur propriété. Leur outil. Celle qu'on garde dans l'ombre mais dont on utilise les ressources. Alors j'ai pris une décision. Je me suis assise. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger un dossier. Chronologique, structuré, complet. Pas pour eux, pas pour les réseaux, pour la justice. Parce qu'à ce stade, ce n'était plus une affaire de famille. C'était une affaire de droit. Et cette fois, ce ne serait pas une lettre. Ce serait un dépôt officiel. Un acte, une plainte. Et ils allaient comprendre que parfois, les faibles sont juste en train de préparer leur riposte. J'ai passé toute la nuit à compiler les preuves. Relevé bancaire, email, copie de paiement effectuée à mon insu, capture d'écran de messages, même les vieux SMS que j'avais gardés au cas où. Ce fameux « au cas où », il était là. Il était maintenant. Vers 3 heures du matin, j'ai tout classé dans un dossier, les rangé dans une clé USB et les glissé dans une enveloppe. Le lendemain, j'étais à la première heure devant le commissariat. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, d'adrénaline. Je suis entrée. J'ai expliqué. Calmement. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a écouté sans me couper, sans minimiser, sans me faire douter de ce que j'avais vécu. L'agent a pris note, a tout lu, a hoché la tête à plusieurs reprises. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Vous avez bien fait de venir. Ce que vous décrivez, c'est grave. Et c'est documenté. » J'ai signé ma déposition. Et en sortant du commissariat, j'ai ressenti un poids énorme s'alléger. Pas parce que justice était faite, mais parce que j'avais agi. Moi. Par moi-même. Pour moi-même. Dans les jours qui ont suivi,
Le silence est revenu. Mais c'était un silence différent, un silence nerveux, un silence coupable. Ils avaient compris que je ne bluffais pas. Ma sœur m'a rappelé. Encore. Cette fois, le ton avait changé. Elle était paniquée, me demandait d'arrêter les démarches, de penser à la famille, de ne pas aller trop loin. Mais elle était déjà allée trop loin le jour où elle avait regardé ma mère détruire mon nom, en silence. Je lui ai dit une phrase, une seule. Ce n'est pas moi qui détruis la famille, c'est vous qui l'avez vendue, morceau par morceau, et j'ai raccroché. Puis, il y a eu ce message vocal de ma mère, 1 minute 30 de pure rage. Des menaces à peine déguisées. Tu crois qu'un juge va croire une fille comme toi? On t'a nourri, logé, et voilà comment tu nous remercies. Tu veux que je sorte tout, moi aussi? Cette phrase-là, elle m'a frappée. Parce que pendant des années, j'avais cru qu'ils avaient honte de moi, qu'ils me cachaient parce que j'étais trop, pas assez, différente. Mais non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils avaient hanté peur que ce soit moi qui dévoile tout. Alors j'ai décidé de prendre le contrôle total. J'ai écrit un post. Long, précis. Sans haine, sans violence, juste la vérité. Je ne l'ai pas publié tout de suite. Je voulais qu'il arrive au bon moment. Et ce moment approchait, parce que bientôt, très bientôt, la justice allait les appeler. Et moi, pour la première fois, je n'aurais pas à crier pour qu'on m'entende. Le système que ma propre famille avait utilisé contre moi était maintenant mon arme, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Quand l'appel officiel est arrivé, je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai juste souri. Un sourire discret, contrôlé, mais profondément libérateur. Le genre de sourire que tu fais quand, après des années à être humilié, ignoré, effacé, le monde commence enfin à tourner dans le bon sens. C'était une convocation pour ma mère et mon oncle. Fraude, usage abusif de moyens bancaires, usurpation d'identité. La plainte avait été jugée recevable. Et désormais, ce n'était plus juste moi contre eux. C'était la loi contre leurs abus. Le lendemain, je l'ai appris par une amie d'enfance qui, sans le vouloir, était devenue une sorte d'informatrice involontaire. Ma mère était en panique. Elle avait reçu la convocation et avait passé toute la matinée à appeler des gens pour savoir si elle pouvait annuler ça discrètement. Mais cette fois, personne ne pouvait l'aider. Parce qu'elle ne jouait plus avec les règles de la famille. Elle jouait avec celles du système. Et elle perdait. Puis, un détail m'a frappé. Sur les réseaux, un compte anonyme a commencé à commenter mes publications. Des messages vagues, des insinuations. On essayait de me décrédibiliser, doucement, subtilement. Tu ne dis pas tout, hein? Les familles parfaites, ça n'existe pas. On sait ce que tu caches. Mais j'ai tout de suite su d'où ça venait, leur méthode préférée. Saboter ta légitimité, te faire passer pour l'instable, celle qui exagère tout. Alors j'ai fait quelque chose qu'ils n'attendirent pas. J'ai publié. Oui, ce fameux post que j'avais rédigé et gardé en réserve. Mais pas de haine, pas de règlement de compte. Juste les faits. Clairs, précis, irréfutables. Et surtout, calme. C'était ça leur pire cauchemar. Que je reste calme, que je sois lucide, que je raconte tout, sans trembler, et les réactions ne se sont pas fait attendre. Des dizaines de commentaires, puis des centaines. Des gens racontant leurs propres histoires, d'autres me remerciant de mettre des mots sur leur douleur. Des femmes, des hommes, des ados, même des gens bien plus âgés. Tous avaient vécu des versions différentes du même cauchemar. Et tous me soutenaient. Ce que ma famille n'avait jamais compris, c'est que j'étais loin d'être seule. Que leur emprise fonctionnait tant que je restais isolée. Mais maintenant que je parlais, maintenant que je disais tout, ils ne pouvaient plus rien faire pour m'éteindre. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que plus ils essayaient de se défendre, plus ils creusaient leur trou. Leurs justifications, incohérentes,
Leurs attaques, puériles, leur image, en chute libre. J'ai su qu'ils avaient touché le fond quand ma propre tante m'a envoyé un message pour me demander comment faire elle aussi pour se libérer de cette famille toxique. Et là, j'ai compris quelque chose de profond. Quand tu brises le silence, tu ne libères pas que toi. Tu ouvres une brèche pour d'autres. Et cette brèche était désormais grande ouverte. Mais ce n'était pas encore la fin. Le procès approchait, le face-à-face. Et moi, je n'étais plus la petite fille qu'ils humiliaient à table. J'étais leur souvenir devenu conséquence. Le jour du procès est arrivé. Pas de musique dramatique. Pas de pluie battante ni d'orage cinématographique. Juste un matin calme. Trop calme. Le genre de silence qui te fait comprendre que quelque chose va définitivement changer. Je me suis regardée dans le miroir avant de partir. Pour la première fois depuis des années, je me suis reconnue. Pas l'enfant brisé qu'ils avaient façonné. Pas la jeune femme qui jouait la fille parfaite en espérant un jour être acceptée. Non. Ce matin-là, je voyais une femme libre. Et, honnêtement, ça m'allait bien. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, je les ai vus. Ma mère, mon oncle, raides comme des statues, crispés, comme s'ils allaient s'effondrer à la moindre brise. Ils n'étaient plus arrogants, plus souriants. Ils avaient peur. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui tremblais. La juge a commencé. Les faits étaient clairs. Utilisation frauduleuse de ma carte bancaire. Organisation d'un événement familial sans mon consentement, payé avec mon argent. Refus de me rembourser. Intimidation. Tentative de diffamation publique. Et le plus beau dans tout ça, je n'ai pas eu à les accuser. Les preuves parlaient pour moi. Les captures d'écran, les relevés bancaires, les messages, les témoignages d'anciens proches qu'ils avaient également blessés. Tout était là, étape par étape. Comme un puzzle qui reconstituait toute leur hypocrisie. Quand ce fut à leur tour de parler, c'était pathétique. Ma mère a pleuré. Pas de remords, de la peur. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que je le prendrais aussi mal, que tout le monde partage en famille, qu'elle ne voulait que mon bien. J'ai souri, un sourire calme, presque triste. Parce qu'au fond, je savais qu'elle croyait encore à ses mensonges. Le verdict est tombé. Coupable, sanction financière, interdiction de m'approcher, obligation de remboursement. Mais pour moi, la vraie victoire n'était pas là. Elle était dans ce message que j'ai reçu le soir même, d'une inconnue, une fille, comme moi, qui avait vécu exactement la même chose, et qui m'écrivait simplement « Grâce à ton histoire, je sais que je peux dire non. Merci. » Et là j'ai compris, cette histoire, ce n'était pas juste. La mienne. C'était celle de milliers de personnes, de filles rejetées, de fils effacés, de gens qui pensaient qu'ils devaient accepter parce que c'est la famille. Non, la famille, ce n'est pas une excuse pour maltraiter. Et ce n'est pas une obligation de rester. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ma vie. Pas parfaite, mais libre. Et chaque année, quand la fête des mères approche, je ne pleure plus. Je ne suis plus envahie de colère ou de honte. Je prépare un brunch avec mes amis, ceux qui m'ont choisi, ceux qui m'aiment sans condition. Et je lève mon verre non pas à la mère que j'ai eue, mais à la femme que je suis devenue. Libre, forte et, surtout, en paix.